L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Messieurs, c'est à vous. C'est parti, le débat à l'Assemblée nationale sur la loi antiterroriste sur le renseignement. Le vote aura lieu le 5 mai. Bienvenue Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Cette loi serait-elle assez efficace pour empêcher les prochains attentats prévus en France ? C'est une loi qui diminue les risques, comme celle que nous avons prise. Il y a eu des dispositions prises par Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 2012. J'ai moi-même fait adopter une loi au mois de novembre dernier. Et là, la loi que nous adoptons n'est pas une loi seulement contre le terrorisme. C'est une loi qui est destinée à encadrer l'activité des services de renseignement, en mettant davantage de contrôle d'une autorité administrative indépendante dont les pouvoirs sont renforcés, contrôle du juge, contrôle du Parlement. Et c'est aussi une loi qui permet de mobiliser des techniques sous ces contrôles pour être plus efficace dans la lutte contre le terrorisme, notamment, mais aussi contre la criminalité organisée. Elle donne plus de moyens aux 6 services spéciaux français. Elle légalise ce qui était déjà pratiqué sur le territoire national. Mais on pourrait se demander en quoi c'est une révolution. En quoi ça déclenche cette sorte de crainte de ceux qui y voient là une menace contre les libertés ? Alors qu'on peut se demander au contraire si elle protège vraiment encore. Lorsque l'on parle service de renseignement, et je lis bien entendu avec beaucoup d'attention tout ce qui s'écrit et tout ce qui se dit, il y a une part de fantasme considérable qui est très loin de ce qu'est la réalité de l'activité de ces services. D'abord, moi je souhaite, à travers cette loi, que les services de renseignement apparaissent aux yeux des Français pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des services publics à part entière et non pas entièrement à part, parce qu'ils concourent à la mise en œuvre de politiques publiques qui protègent les Français. Jusqu'à présent, ils ont été entièrement à part, c'est-à-dire à la limite de l'illégalité. Dans l'imaginaire français, des services qui travaillent dans l'opacité, qui mobilisent des techniques qui peuvent être attentatoires aux libertés, alors que dans la responsabilité qui est la mienne, tous les jours, notamment dans la lutte contre le terrorisme, je vois des grands républicains qui agissent dans le respect scrupuleux du droit, avec l'amour des valeurs de la République, pour protéger les Français. Eh bien, cela doit se savoir, et cette loi doit être un moyen de définir les principes qui encadrent l'activité des services de renseignement. Vous m'avez pas dit, est-ce qu'elle empêcherait d'éventuels attentats, puisque tout le monde dit que l'ennemi est là, je vais dans le prendre territoire. des exemples extrêmement concret pour bien expliquer pourquoi nous prenons ces dispositions législatives. Il y a eu par exemple une cyberattaque contre un grand organe de presse, une chaîne TV5 qui émet au plan mondial. Bon. Ceux qui ont attaqué cette chaîne, en se réclamant d'ailleurs d'une organisation terroriste, l'ont fait pourquoi ? Parce qu'ils s'en prennent à la liberté d'expression. Bon, nous voulons protéger la liberté d'expression et nous voulons par conséquent prévenir ces cyberattaques. Deuxièmement, il y a un point très important. Sur un sujet, j'ai des questions très précises. Vous allez pouvoir les poser. Deuxième exemple très concret. Il y a des individus qui utilisent Internet, des moyens cryptés, pour préparer la commission d'actes graves, des attentats, des crimes, etc. Est-ce que nous devons attendre que ces crimes soient commis pour agir ou est-ce que nous devons les prévenir ? Voilà pourquoi j'ai pris 2 exemples. Nous prenons ces dispositions. Donc, alors que tous reconnaissent que la menace est forte, qu'elle est omniprésente, qu'elle est là sur notre territoire, qu'il y a urgence, quand on perd du temps, on prend des risques et on joue avec le feu. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de temps à perdre, que nous avons demandé à ce que ce texte soit examiné dans l'urgence, après un long travail parlementaire conduit notamment par Jean-Jacques Urvoas, qui est rapporteur du texte, et son collègue Verchères, député de l'opposition. Mais maintenant, il est temps de décider et il est temps de prendre des dispositions qui protègent les Français et qui définissent un cadre légal pour nos services. C'est ce que vous dites à la gauche morale qui représente une partie de vos amis et qui est plutôt contre vous, alors que vous êtes soutenu par vos adversaires de la droite politique. Non, mais moi, je n'ai pas le sentiment de ne pas appartenir. D'abord, moi, je n'ai pas le sentiment de ne pas appartenir à la gauche morale quand on définit des règles qui encadrent les services de renseignement, quand on veut protéger les Français, quand on lutte contre le terrorisme et ces acteurs du crime organisé qui sont de véritables acteurs de la traite des êtres humains. On est dans l'éthique et moi, je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de qui que ce soit. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de fichier des condamnés pour terrorisme. On vous réclame ce fichier. Il va être créé ? Ce fichier va être créé par un amendement à la loi qui sera présenté par Christiane Taubira et qui est un fichier qui permettra de mieux suivre ceux qui ont été impliqués et condamnés pour des activités terroristes et qui peuvent à tout moment récidiver. S'il y a effectivement condamnation, les noms resteront sur les listes. On dit que le délai sera très long parce que c'est 40 ans. Ça peut être un délai réduit. Il y a une discussion parlementaire, il peut y avoir des amendements et le gouvernement est très favorable à ce que ce texte soit coproduit avec l'Assemblée nationale et c'est la raison pour laquelle, le débat d'ailleurs d'hier l'a montré, nous sommes ouverts aux propositions du Parlement. La loi ne parle pas de la mystérieuse PNCD, la plateforme nationale de cryptage et de décryptement qu'on est en train de découvrir. Elle existe à la DGSE depuis 2007 et maintenant elle est révélée au public. Vous me regardez en faisant le mauvais œil, je dis des choses qui ne vous plaisent pas, mais pourquoi elle n'entre pas dans la loi ?
Mais d'abord, vous me dites des choses ni qui me déplaisent, ni qui me plaisent. Moi, je suis en charge de la protection des Français. Oui, pourquoi elle n'est pas dans la loi ? Mais ce qui est dans la loi, ce sont les éléments qui sont collectés par l'ensemble des services. Et les services sont encadrés très rigoureusement en raison des éléments qu'ils collectent. Et le Premier ministre, comme le ministre de la Défense hier à l'Assemblée nationale, ont très clairement indiqué ce qu'est la vérité, et que je confirme sur votre antenne ce matin. Il n'y a pas de surveillance de masse de la part des services français, et il n'y a pas, pour ce qui concerne le territoire national, de collecte massive de données sur les Français. Qu'est-ce que la PNCD contrôle et stocke ? Il faut rappeler qu'elle couvre et capte l'Afrique, l'Europe, l'Afghanistan grâce à des câbles sous-marins placés par Alcatel, et comment elle distingue les individus qui nous menacent ? À quoi elle sert ? Mais l'ensemble des services ont des moyens techniques qui sont d'ailleurs précisés dans la loi, dont l'utilisation est encadrée par la loi et qui vise à protéger les intérêts supérieurs de la nation et à protéger les Français. Bon, la question qui se pose, et je comprends qu'elle se pose d'ailleurs, elle est légitime, c'est est-ce qu'il y a une captation massive de données des Français à travers les outils mobilisés par les services ? La réponse est non. Non, c'est interdit par la loi. Le dispositif que nous prévoyons encadre davantage les services de renseignement. Et si nous mettons en place des techniques nouvelles, je pense par exemple à ces fameux algorithmes dont on parle, ou au suivi en continu des terroristes, c'est précisément pour ne pas avoir à procéder à de la surveillance de masse, mais cibler ceux qui doivent être surveillés en raison du danger qu'ils représentent. Et par exemple, les instruments dont je parle là sont concentrés exclusivement sur la lutte antiterroriste. Autrement dit, ceux qui vous réclament encore à voix basse la levée du secret défense pour la PNCD se trompent, il n'y en aura pas de levée du secret défense. Il peut toujours y avoir la levée du secret défense dans le cadre des procédures en cours, c'est-à-dire qu'il y a une commission nationale du secret de la défense nationale qui peut être saisie dans le cadre d'une procédure judiciaire, et le gouvernement peut, au terme de son avis, décider ou pas du lever du secret de la défense nationale. C'est la loi. Daesh a lancé une cyberattaque sur TV5 Monde, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Est-ce qu'il est vrai qu'il s'en est fallu de peu que TV5 Monde diffuse les programmes criminels de Daesh ? L'enquête révélera ces éléments. Ce que je peux vous dire, parce que ça correspond aux éléments qui ont été rendus publics par ceux qui sont en charge de l'enquête, c'est que cette attaque a été massive, qu'elle a mobilisé des compétences techniques exceptionnelles. C'est-à-dire des commandos de cyberpirates. Ils n'étaient pas 2 ou 3 bons hommes. Il y a un ensemble de compétences élevées qui ont été mobilisées pour procéder à cette cyberattaque. Et cette cyberattaque, elle a contribué à rendre inaccessibles les programmes d'une chaîne qui émet mondialement et qui représente au plan international la liberté d'expression. Vous dire maintenant quelles auraient pu être les conséquences de cette intrusion informatique, l'enquête le révélera, et moi je ne vais pas faire à votre micro des révélations hasardeuses sur la base d'éléments auxquels je n'ai pas accès puisque je ne suis pas en charge de l'enquête. On dit que l'agression contre TV5 Monde est partie d'un pays du bassin de la Méditerranée, peut-être même de France. Est-ce possible ? Et encore une fois, Jean-Pierre Elkabbach, je comprends votre impatience, elle n'a d'égal que la mienne d'ailleurs. Soyez rassurés de ce point de vue-là, mais moi je ne peux pas vous donner d'éléments qui sont dans l'enquête peut-être, ou qui seront le résultat de l'enquête et dont je ne dispose pas, parce que cette enquête, elle est couverte par le secret de l'instruction et qu'on est dans un régime de séparation des pouvoirs. Ce qui devrait d'ailleurs rassurer tous ceux qui s'inquiètent sur le bon fonctionnement des pouvoirs publics. Et puis on peut ajouter que les djihadistes de Daesh qui écoutent tout, qui lisent tout, qui savent tout, des débats dans les démocraties, face à la guerre qu'ils nous livrent, des réserves, des nuances qu'ils entendent, doivent beaucoup les amuser, peut-être, au passage. Mais je pense que notre responsabilité, c'est aussi, quand on porte une parole publique, face à un risque majeur et à une menace qui reste très, très importante, de faire attention à ce que l'on dit. Et je pense que quand on est ministre de l'Intérieur, en particulier. Alors, 6 000 Européens font leur djihad en Syrie, et le Premier ministre disait hier 1550 Français, vous l'avez souvent dit vous-même, M. Cazeneuve. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'il a été noté par le Premier ministre et vous que 7 Français sont morts engagés dans des actions suicides en Syrie. C'est que ça veut dire que vous craignez que ce type d'action par des Français puisse avoir lieu ici, sur le territoire national ? Mais la barbarie de ceux qui nous frappent, qui s'en prennent à nos valeurs avec la violence que l'on sait, est une barbarie sans limite. Donc effectivement, ces acteurs ne reculent devant rien. Les décapitations, les exécutions, les attentats suicides. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, avec gravité et avec exigence de vérité, lucidité face au risque, notre rôle, c'est de prendre toutes les précautions. On pourrait vous poser beaucoup d'autres questions, mais il y a simplement ceci. À Dunkerque, et c'est Thomas Soto dans le journal de 8 heures qui le disait avec les reporters d'Europe 1, à Dunkerque, un policier a été agressé et il a été grièvement brûlé. Il y a un suspect qui est habitué à ce type de braquage, etc., qui est en garde à vue. Quelle est la réaction du ministre de l'Intérieur face encore
un acte de délinquance de cette nature. Indignation et exigence de la plus grande sévérité. Il y a 3 jours dans l'Aveyron, un policier est mort parce qu'il avait été frappé par un chauffard. Je me rendrai à ses obsèques dans le Tarn jeudi après-midi. Et donc cette violence dont sont victimes les forces de l'ordre qui assurent la protection des Français, qui s'exposent au péril de leur vie pour assurer cette protection, est une violence qui est inacceptable et qui doit appeler la plus grande sévérité. Merci Bernard Cazeneuve. Vous parlez d'une menace qui reste très importante. Les forces de l'ordre sont fatiguées après des mois de Vigipirate. Il se dit que le dispositif pourrait être discrètement allégé. Est-ce que vous confirmez cette information ? Non, il y a une vigilance très importante. Le Premier ministre l'a confirmé, qu'on adapte le dispositif pour le rendre plus efficace, plus performant. Ça, c'est toujours possible. Qu'on le fasse par un dialogue entre les administrations, c'est quotidien. On mais sera il n'y a moins pas bien protégé. Non, au contraire, la volonté qui est celle réaffirmée par le Premier ministre, c'est face à un niveau de menace important, des précautions maximales. Personne n'osera arrêter Vigipirate avant 2017, l'élection présidentielle. C'est une décision qui appartient au Premier ministre, mais vous avez bien compris que ce que souhaite le gouvernement, c'est un haut niveau de protection des Français. Merci Bernard Cazeneuve d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain en direct à 8h20.